Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Bimatax et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur le module Django de Python. C'est une librairie qui permet de créer des sites web dynamiques. Sur ce, c'est parti, on se retrouve après l'intro. Alors, dynamique ou statique? Avant même de commencer à coder, il faut comprendre la puissance de cet outil. Le HTML, CSS, c'est très bien et ça suffit amplement si vous souhaitez avoir un site vitrine où les informations ne changent pas tous les jours. Cependant, si vous désirez faire une plateforme d'e-commerce, eh bien là c'est beaucoup plus compliqué car tout doit être actualisé en temps réel. Le nombre de produits, le prix, les utilisateurs, tout ceci change constamment et c'est impossible de suivre une telle évolution avec seulement HTML et CSS. C'est vrai quoi. Est-ce que vous voyez recoder chaque page du site dès qu'un article n'est plus disponible? Eh bien non. Autrement dit, on a deux solutions pour mettre à jour les données d'un site web. Soit on réécrit chaque fichier à la main, ce qui est vite ingérable lorsque le site doit être actualisé toutes les 5 minutes, soit on automatise le site, par exemple en générant les pages web à partir d'un fichier JSON. Ceci est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Ainsi, les sites qui sont figés et qui ne changent pas sont appelés les sites statiques, et dès qu'un site a besoin d'être constamment actualisé ou qu'il y a des interactions avec l'utilisateur, on va parler de site dynamique. En tout cas, Django est un module Python qui permet de coder des sites dynamiques où les données sont actualisées automatiquement. Alors, les environnements virtuels. Lorsqu'on code avec Django, la norme est d'utiliser un environnement virtuel Python attribué à chaque site. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un environnement virtuel, c'est grosso modo une copie de Python vierge, sans aucune librairie préinstallée. On peut créer autant d'environnements virtuels qu'on le souhaite, et le but de cela est d'installer uniquement les modules qu'on utilise dans notre projet. Par exemple, un Python dédié au data science aura uniquement besoin de NumPy. Ainsi, on crée un environnement virtuel Python avec seulement la librairie NumPy installée. De même, pour les mathématiques, on a seulement besoin du module Math et Pylo. Et enfin, pour coder notre site web, on a seulement besoin d'installer Django. Alors, voici un petit cours sur les environnements virtuels. Pour pouvoir en créer un, il faut installer la librairie venv via la commande pip install virtualenv. Ensuite, voici les commandes à connaître impérativement pour pouvoir utiliser virtualenv. Si vous êtes sur Windows, il faudra peut-être écrire Python sans le 3. En tout cas, les commandes restent les mêmes. La première commande est donc python 3-m venv.venv/nom de l'environnement permet de créer un nouvel environnement virtuel dans le dossier .venv. La deuxième commande, elle, dépend de votre système d'exploitation et permet de lancer l'environnement virtuel. Sur Linux ou macOS, c'est source espace .venv slash le nom de votre environnement virtuel slash bin slash activate. Et sur Windows, c'est .venv anti slash le nom de l'environnement virtuel anti slash scripts anti slash activate.pat. Ensuite, on peut afficher les modules installés dans un environnement virtuel avec un pip freeze. Et pour quitter l'environnement virtuel, on fait simplement un deactivate. Pour utiliser Django, il faut l'installer sur le PC. Mais comme vu précédemment, on va respecter les normes et créer un environnement virtuel dédié à Django, dans lequel on installera les librairies de notre site web. On écrit donc python-m venv/env-Django, ce qui crée un environnement virtuel pour notre projet. On le start sur macOS avec un source.venv/env-django/bin/activate. Attention, si vous êtes sur Windows et que vous utilisez Visual Studio, il faut cliquer sur le plus, commande prompt, et là on écrit la commande .venv anti/env-django anti/script anti/activate.bat. Bien, normalement vous avez le nom de l'environnement virtuel entre parenthèses, et on peut vérifier qu'il a bien été démarré avec un pip freeze qui doit retourner une liste vide. Ici c'est le cas, donc l'environnement est bien lancé. On installe ensuite Django avec un pip install Django, on attend, et on regarde si c'est bien installé avec un pip freeze. Ici, on voit que toutes les librairies nécessaires à Django sont installées. Notre environnement virtuel est donc opérationnel. Si vous voulez le fermer, il suffit de taper deactivate et là, on est revenu sur le Python classique. Maintenant, nous allons créer les fichiers de notre projet. Afin de nous simplifier la tâche, les développeurs de Django ont inclus une commande qui fait presque tout à notre place. Il suffit d'écrire python 3-m Django start project et là on met le nom de notre site. Et hop, un nouveau dossier a été créé avec plein de fichiers à l'intérieur. Lorsqu'on ouvre ce dossier, on voit deux choses. Un dossier portant également le nom du site et un fichier manage.py. Le fichier manage.py est très utile car c'est grâce à lui qu'on va pouvoir administrer notre projet. Par exemple, si on écrit python 3 manage.py run server dans un terminal, le site va être automatiquement lancé sur le localhost
et on pourra y accéder avec notre PC. Pour le moment, c'est inutile car on n'a pas encore codé de site web, mais voici tout de même un exemple de serveur lancé sur le localhost et qui renvoie Hello World. Si on ouvre le deuxième dossier, on va voir apparaître 5 fichiers Python. Alors faut pas s'affoler car dans ces 5 fichiers, seuls 2 sont vraiment utiles. Le init.py est inutile et sert seulement à renseigner à l'interpréteur qu'il y a du code Python dans ce répertoire. Le second et le troisième fichier, ASGI et WSGI, servent à déployer le site web sur un serveur comme Apache, mais on va pas s'attarder là-dessus pour le moment. Les deux fichiers qui ont de l'importance et qui vont réellement nous servir sont settings.py pour paramétrer le site et url.py pour attribuer les URL. Par exemple, le mode débogage peut être activé dans le fichier setting et l'URL 127.0.0.1/logging page peut être défini dans le fichier URL. Maintenant qu'on vient de voir les fichiers créés par la commande start project, on va pouvoir commencer à coder notre première page. Mais avant, un rappel sur le fonctionnement de Django s'impose. Lorsqu'un utilisateur va se connecter à votre site web, il va écrire l'adresse IP du serveur suivie de la page sur laquelle il veut se rendre. Par exemple, la page home du site 127.0.0.1. Cette requête va être transmise à notre serveur Django. La première chose qu'il va faire va être de voir si la page portant le nom home existe. Pour le savoir, il regarde dans le fichier url.py. Si elle n'existe pas, ça renvoie une erreur. Mais si une page existe, il transmet la requête au fichier views.py. Ce fichier, c'est un peu le cerveau du serveur, car c'est lui qui va analyser la requête, qui va aller chercher la page demandée, qui va modifier les informations avant d'envoyer le site final à l'utilisateur. Vous l'avez peut-être remarqué, mais il nous manque quelques fichiers. En effet, la commande start project de Django ne crée pas ces fichiers. Elle ne crée pas views.py ni le dossier template à l'intérieur duquel on a nos pages HTML. On va donc devoir le faire manuellement. Mais pour ça, il faut savoir où sont stockés tous ces documents. Le fichier view.py, le cerveau du serveur, est stocké au niveau du deuxième dossier portant le nom du site. Les pages web que le site utilise sont stockées dans un dossier template qui est lui-même à l'intérieur de 2 dossiers portant le nom de site. Enfin bref, il y a beaucoup de fichiers, c'est pourquoi je vais faire un petit récap. Dans le premier répertoire portant le nom du site, on trouve manage.py qui sert à lancer le site en localhost. Cela est utile lors du développement car ça permet de tester notre site internet. Ensuite, nous avons init qui sert à dire que le code contenu dans le dossier est du code Python. On a ASGI et WSGI pour le déploiement du site web sur un serveur comme Apache. Ensuite, il y a le fichier settings pour gérer les paramètres et le fichier URL pour l'attribution des URL. Enfin, nous allons devoir créer le fichier views.py qui traite la requête et génère les pages web et le dossier template qui contient nos différentes pages web. Sur ce, c'est parti. Maintenant que vous avez une bonne vision d'ensemble de tous les fichiers, on va pouvoir commencer à coder. Donc on écrit dans le terminal python 3-m Django Start Project et là on met le nom du site, ici My First Site. On entre et hop, plein de nouveaux fichiers ont été créés. Mais c'est pas encore fini car on doit maintenant créer le fichier views.py. Sur Visual Studio Code, on clique simplement sur le petit plus et on entre le titre du fichier, soit views.py. Ensuite, on fait la même manipulation pour créer le dossier template et le fichier homepage.html. Dans ce fichier HTML, on va écrire un petit code qui dit simplement Hello World. Une fois fait, on sauvegarde le fichier. Comme nous avons créé manuellement le dossier template et le fichier views, nous allons devoir les lier aux autres fichiers. On commence avec le settings. À la ligne 57, on ajoute notre dossier template dans la liste Dears. Ainsi, on ouvre les crochets et on marque myfirstsite/template et on ferme les crochets. En faisant cela, on a dit à notre site web que les pages HTML se situent dans un dossier du nom de template. C'est donc dans ce dossier qu'il ira chercher les pages HTML lorsqu'un client lui demandera un rendu. Ensuite, on va lier le fichier views.py, le cerveau du serveur, au fichier URL avec un from.viewsImportAll pour dire qu'on importe toutes les fonctions. Maintenant que tous les fichiers sont liés, on va pouvoir écrire un code très simple. Le but de ce code est de renvoyer la page homepage.html, le fichier qu'on vient de coder, à chaque utilisateur qui essaye d'aller sur la page Home. Donc voici un récap de ce qu'on va faire. Tout d'abord, on va créer une fonction dans le fichier views.py. Elle aura pour but d'aller chercher le fichier homepage.html et de l'envoyer au client. Donc c'est parti, on va coder cette fonction. Cette fonction, on va l'appeler homepageRender. Et elle prend comme argument la requête du client au serveur. La requête contient certaines informations intéressantes, comme le type de requête, si c'est un get ou un post, mais on y reviendra. Et donc cette fonction, elle a pour but d'aller chercher le fichier homepage.html et de l'envoyer au client. Pour aller chercher le fichier homepage.html, on doit utiliser la fonction render de Django, qu'on doit importer from django.shortcut import render.
Et du coup, cette fonction nous génère une page qu'on devra stocker dans une variable avant de l'envoyer au client. Page égale render. Là, on doit passer la requête et puis on doit donner le nom de notre fichier HTML. Nous, on va aller chercher le fichier homepage.html. Ensuite, on envoie ça au client avec un return page. Ok, maintenant on va venir lier la fonction homePageRender à l'URL home. Et pour lier l'URL home à cette fonction, on va aller dans le fichier url.py. Dans ce fichier url.py, on va à la ligne et on écrit path. Là, on met le nom de notre URL, donc ce sera home, suivi de la fonction à laquelle il correspond. Et nous, c'était la fonction homePageRender. On n'oublie pas la virgule à la fin, on enregistre. Et là, on peut lancer le serveur. Donc pour lancer le serveur, il faut se déplacer dans le dossier myfirstsite. Et puis ensuite, on fait Python 3, manage.py et run server. On entre. Si on fait localhost 2.8000 et qu'on cherche la page home, et ben ça nous renvoie bien notre hello world. Alors, je pense que vous commencez à comprendre les étapes de fonctionnement de Django. Tout d'abord, on doit écrire notre fichier HTML CSS qui est stocké dans le dossier template. Ensuite, on doit créer la fonction de rendu, donc la fonction de rendu qui est dans views.py, le cerveau du serveur. Et enfin, on doit associer l'URL et la fonction. C'est-à-dire, quand un utilisateur ira sur l'URL home, et ben ça appellera la fonction homePageRender. Ok, et bien maintenant, on va coder une nouvelle page qui aura pour but d'afficher un nombre aléatoire que le serveur aura décidé. Du coup, on commence par coder le fichier HTML dans le dossier template. On appelle ce fichier random.html. À l'intérieur, on fait une structure HTML classique. Une fois terminé, on va faire appel à une balise Django. Donc les balises Django permettent au serveur de modifier le fichier HTML. Il existe différentes balises, mais celle de base est la double accolade. Elle se construit de la manière suivante. Double accolade, variable, double accolade. Et le serveur va venir remplacer cette zone par la valeur de la variable. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Si on a cette balise et que sur le serveur, la variable nombre est définie à 55, alors le serveur va remplacer cette zone par 55 dans le fichier HTML. Ainsi, dans notre fichier random.html, on va insérer une balise variable du nom de nombre-aléatoire. On passe maintenant à l'étape numéro 2, la fonction de rendu dans le fichier view.py. On crée une nouvelle fonction nommée randompage-render et on passe l'argument requête. Ensuite, on importe le module random et on fait choisir au serveur un nombre entre 1 et 100 qu'on stocke dans la variable nb. Une fois fait, on crée un objet contexte. Alors contexte, c'est un dictionnaire qui va contenir le nom de la variable suivi de sa valeur. Ainsi, chez nous, on écrit nombre aléatoire de .nb. Ensuite, on utilise la fonction render pour aller chercher la page web et modifier son contenu. Ainsi, on écrit page égale render request, le nom de la page, soit random.html et le contexte. On va à la ligne et on envoie cette page à l'utilisateur via le return. Enfin, on va associer l'URL random à la fonction randompage-render dans le fichier views. Une fois que c'est fait, on teste et là on voit bien que ça marche. Dès que je réactualise la page localhost-random, ça affiche un nouveau nombre. Alors, il faut savoir qu'il existe aussi la balise for qui permet d'itérer une liste. Dans l'exemple suivant, on a une liste qui contient tomate puis pomme. Ainsi, le serveur va remplacer notre balise par le texte tomate puis le texte pomme. Chaque élément de la liste est itéré. Pour comprendre son fonctionnement, je vous propose l'exemple suivant. Vous avez un site qui joue le rôle d'annuaire. Il faut pouvoir s'adapter car chaque personne possède un nombre de contacts différents. Du coup, on va devoir créer un moule profil qui sera répété autant de fois qu'on a de contacts. On va coder ça et vous verrez, tout deviendra plus clair. On crée manuellement le fichier annuaire.html. Côté HTML CSS, on fait une structure très classique. Une fois terminé, on va créer notre moule contact. Donc il est seulement constitué d'un titre portant le nom de la personne. Ensuite, on va mettre la balise for. Accolade pour 100, for, nom, in, et là on met le nom de notre liste contenant les contacts, soit contact-list, % accolade. Et on place le nom avec double accolade, non double accolade. On termine la boucle for avec une accolade %nfor %accolade. Et là, on a fini notre structure HTML. Sur le fichier views, je vais créer la fonction annuaire page render. Je définis manuellement une liste avec toutes les personnes
qui sont mes contacts, et cette liste je l'appelle people. Je crée un contexte où contact list équivaut à people, et je passe le tout dans la fonction render. Bien sûr, j'envoie ça au client. Dernière étape, on va maintenant associer l'URL annuaire à la fonction annuaire page render dans le fichier views. On sauvegarde, on teste et on voit que ça marche. Et puis, si on vient modifier le nombre de contacts, par exemple en ajoutant le prénom Antoine, si on réactualise, on voit bien que le site s'est automatiquement mis à jour et a automatiquement créé un nouveau titre H3 contenant contact de Antoine. Donc ça a très bien fonctionné, le site arrive donc à s'adapter en fonction du nombre de personnes. Enfin, la dernière balise qui est intéressante à aborder, c'est la balise if, qui vous permet de mettre en place des conditions. Par exemple, avec la balise suivante, si la variable access est égale à true, alors ça affiche OK, sinon ça affiche non. Or, comme sur le serveur la variable est à true, la page finale contiendra le texte OK. On va coder ceci pour tester. On crée le fichier access.html qui contient une structure standard HTML CSS et le code if-else qu'on vient de voir. Une fois le code fini, on ouvre le fichier views et on crée une fonction accessPage-render qui prend comme argument request. Ensuite, on définit un contexte où access est égal à true, puis on écrit page égale render request access.html contexte et on termine par le return page. Voilà. On va maintenant dans le fichier urls.py pour lier la fonction à l'URL /access et on sauvegarde, puis on start. On voit bien que si je me rends sur la page, c'est écrit OK. Maintenant, si je viens à changer la valeur d'access sur false, que je réactualise, ça m'affiche un nom car je n'ai pas accès à la ressource demandée. On va maintenant aborder la notion d'URL personnalisé. Comme le nom l'indique, un URL personnalisé est un URL dont une partie peut être changée. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Vous voulez coder un site où chaque utilisateur possède sa propre page biographique. Ainsi, si quelqu'un veut voir la biographie de Matisse, il écrit bio/Matisse et le serveur lui renvoie la biographie associée à l'utilisateur Matisse. Maintenant, si une autre personne veut accéder à la biographie de Jules, elle écrit simplement bio/Jules et le serveur lui renvoie la bio du profil Jules. Avec ce qu'on vient de voir dans ce tuto, la seule façon de faire cela serait de définir manuellement chaque URL de biographie. Or, ce n'est pas du tout optimisé et ça devient même ingérable dès qu'on a plus de 5 utilisateurs. C'est pourquoi on va utiliser un URL personnalisé comme ce qui suit. Avec cette URL, voici ce qu'on est capable de faire. Comme vous le voyez, on met n'importe quel nom et ça renvoie hello plus le nom. Ça s'adapte donc à ce qu'on met et c'est ça qu'on va coder. Mais avant, voici les étapes à suivre pour créer un URL personnalisé. Tout d'abord, on va dans le fichier URL et on définit un URL avec la fonction re-path. Ce que vous voyez en bleu, c'est la zone où l'utilisateur peut modifier l'URL. Le terme username est le nom de notre variable qui contient le texte que l'utilisateur a mis. Ainsi, c'est cette variable qui va contenir le nom Matisse dans cet exemple. Une fois qu'on a défini l'URL modifiable, on va créer la fonction de rendu dans le fichier view. On écrit biopage_render et au niveau des arguments, on passe la requête, ce qui ne change pas de d'habitude, et on écrit le nom de la variable. Je me répète, mais il faut bien comprendre que le nom de la variable doit être identique au nom qu'on a mis dans le fichier URL. Bien, maintenant que vous avez compris cela, on peut commencer à coder. On va d'abord créer notre fichier HTML, CSS, qui porte le nom de bio.html. Ce fichier va renvoyer hello, tu cherches la bio de, et là ça mettra le nom qui sera contenu dans l'URL. Une fois le fichier HTML fini, on va créer un URL personnalisé. Pour ce faire, on se rend dans le fichier URL et on importe re-path. On va ensuite à la suite de nos URL et on écrit ceci. C'est entre crochets qu'on va mettre le nom de notre variable. Après avoir écrit l'URL, on doit spécifier la fonction de rendu. On n'a pas encore codé, mais on va mettre biopage-render. Du coup, c'est parti pour coder cette fonction. On va dans le fichier views et on écrit def biopage-render et en argument, on passe la requête puis le nom d'utilisateur. On va maintenant créer un contexte où le nom est égal à username, puis on génère la page bio.html. Bien, maintenant on peut tester. Dès que je change le nom dans l'URL, ça change bien le nom sur la page. On a créé notre premier URL personnalisé. On va maintenant aborder la dernière notion de ce tutoriel. On va parler de l'envoi de données. Autrement dit, comment faire pour qu'un utilisateur envoie des données au serveur.
L'envoi d'informations est très important car il vous permet de créer des loggings, des formulaires d'achat, des sondages, enfin bref, de communiquer avec le serveur, c'est quelque chose de primordial pour un site dynamique. Ainsi, on va devoir créer un formulaire HTML. C'est une balise spéciale d'HTML qui permet d'envoyer au serveur des informations. Pour construire cette balise, on doit mettre l'argument method égale post et puis on met le CSRF token. Heureusement pour nous, Junko s'en charge avec sa balise accolade %, CSRF token %accolade. Ensuite, on met autant d'input qu'on veut. Ce qui est important, c'est de mettre l'argument name égale nom de la variable, car grâce à cet argument, le serveur pourra récupérer l'information contenue dans l'input. Enfin, on met une input de type submit, qui est une catégorie spéciale permettant l'envoi du formulaire au serveur. Vous avez à droite le résultat de ce petit code. On a bien un champ de saisie et un bouton envoyer. Quand on va presser le bouton d'envoi, le serveur va recevoir une requête qu'il transmettra au fichier view. Cette requête sera de type post. Je vous rappelle que c'est la méthode qu'on a définie pour notre formulaire. On pourra ensuite récupérer ce que l'utilisateur a saisi avec un request.post et entrecrocher le nom de la variable, le nom de l'input. Maintenant, vous comprenez l'importance de l'argument name, car c'est lui qui permet au serveur de récupérer la saisie de l'utilisateur. Mais depuis tout à l'heure, je vous parle d'une requête post, mais quelle est la différence avec la requête get? Eh bien, pour faire très simple, une requête post est une requête utilisée pour l'envoi de données, là où la requête get, quant à elle, sert simplement à demander une page au serveur. Par exemple, si vous souhaitez accéder à la page home, il faut faire un get home et le serveur vous renvoie le fichier home.html. Avec le post, on donne en plus des informations. Ici, le serveur aura compris que l'utilisateur se nomme Matt. On peut aussi transmettre des données via get, mais comme c'est un tuto pour débutants, on ne va pas rentrer dans les détails. Retenez que get c'est pour avoir accès à une page et que post c'est pour envoyer des données. Bien, maintenant on va coder un site qui attend un mot de passe. Si vous mettez le bon mot de passe, alors il vous envoie le message well done, sinon vous devez réessayer. On va créer le fichier motdepasse.html. On l'ouvre et on écrit une structure standard. Une fois qu'elle a été écrite, on va créer notre formulaire pour demander à l'utilisateur de saisir un mot de passe. Forme, méthode, et on n'oublie pas le CSRF token. Puis on met une input de type texte dont le nom est mot de passe-input. Et on met une autre input qui elle est de type submit pour envoyer le formulaire. Une fois fait, on sauvegarde le tout et maintenant on va créer la fonction mot de passe page render qui prend comme argument la requête. Donc cette fonction c'est le fichier views. On vient de le voir, si la requête est un get alors il faut renvoyer la page. Du coup, if request method est égal à get, on envoie la page web et si request method est égal à un post, on va venir récupérer la valeur de l'input mot de passe-input. On regarde ensuite si le mot de passe correspond à AZERTY. Si c'est le cas, on envoie le message well done, sinon ça renvoie la page mot de passe par HTML pour que l'utilisateur retente une nouvelle fois. Bien, maintenant on va attribuer l'URL. On écrit path mot de passe et la fonction mot de passe-render et on sauvegarde le tout et on va tester. Si je mets admin comme mot de passe, eh ben on reste sur la même page pour que je réessaye. Maintenant, si je mets le bon mot de passe, c'est-à-dire AZERTY, et que j'envoie, ça me répond par le message well done. Ça fonctionne. Du coup, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Bimatax. Allez, bye!